Canicule, inondations et dernièrement tornades, notre territoire n'est pas épargné par les effets du changement climatique. En 2022, 70% des jeunes de 16 à 25 ans se déclarent angoissés par ces changements, autrement dit éco-anxieux. Cette année, ce terme d'éco-anxiété fait son entrée dans le dictionnaire et pourtant ces inquiétudes ne sont pas nouvelles. Déjà, en 2002, il y a donc 20 ans, Jacques Chirac nous avertissait lors du sommet de la Terre à Rio. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. La nature mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre, elle souffre de mal-développement, au nord comme au sud, et nous sommes indifférents. Ce sentiment d'impuissance et d'inaction face à l'urgence climatique touche beaucoup les jeunes générations. Pour savoir si nos camarades étaient éco-anxieux, nous avons réalisé un sondage qui a été envoyé à tous les élèves du lycée Albert Châtelet. 1200 élèves et seulement 81 ont répondu. Les réponses nous permettent d'affirmer que les élèves ne semblent pas particulièrement éco-anxieux. Sur 10 000 jeunes de 16 à 25 ans, sur 10 pays différents, près de 70% se sentent éco-anxieux. Ce sentiment se ressent d'autant plus chez les jeunes femmes. 15% des moins de 35 ans affirment que leur éco-émotion impacte leur santé mentale. Je me sens concernée surtout depuis les récents incendies qu'il y a eu en Australie en 2019, puisqu'ils ont été très médiatisés par les chaînes locales, mais également par les chaînes nationales. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'élèves du lycée Albert Châtelet pour les interroger sur le sujet de l'éco-anxiété. Tout d'abord, est-ce que tu te sens éco-anxieuse ? Personnellement, non, je me sens pas éco-anxieuse. Pas vraiment. Je me sens concernée par l'écologie, par tout ce qui est question d'environnement, mais je dirais pas que je suis anxieuse par rapport à ça. Je sais que je dois faire quelque chose, je sais que nous devons tous faire quelque chose par rapport à l'écologie. Oui, un peu, parce qu'il y a eu une étude du GIEC il y a 3 ans qui nous a dit qu'il ne restait que 3 ans pour garder un monde vivable. Du coup, c'est un peu plus dur pour se projeter dans un monde vivable comme on a pu avoir dans notre enfance et que nos parents ont pu avoir. C'est douloureux pour les gens qui le ressentent car ils ont vraiment peu confiance en l'avenir et en eux et ils ont vraiment peur de tout ce qui peut arriver. En plus, l'éco-anxiété, on n'a vraiment pas de contrôle dessus car c'est tellement quelque chose de grand qu'on n'a pas forcément un contrôle précis, à part à notre niveau où on peut agir, mais c'est compliqué. Poursuivons notre enquête, car si les élèves du lycée ne sont pas angoissés, comme nous l'a dit Élise, au point de ne pas endormir la nuit, comment peut-on alors reconnaître l'éco-anxiété ? C'est plus des fortes émotions liées justement à la dégradation de la planète, tout ce qui est pollution, réchauffement climatique, et c'est des émotions telles que l'angoisse, la frustration, la colère, ou l'impuissance face justement à ces phénomènes, et même de la culpabilité aussi par rapport aux phénomènes qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Pas une pathologie, mais plutôt le symptôme d'une époque, une angoisse parmi tant d'autres. Quelles sont les solutions ? Si l'éco-anxiété peut être un moteur pour agir, c'est bel et bien elle qui semble animer Greta Thunberg. Mais doit-on attendre d'être éco-anxieux pour agir ? Le rapport du GIEC nous l'a rappelé, il nous resterait 3 ans pour agir. Si les experts appellent en effet une action immédiate pour assurer un avenir vivable et limiter la hausse des températures à 1,5 degré, il n'est pas question pour autant de se dire que tout sera fini dans 3 ans et que plus rien ne pourra être entrepris. Au contraire, au point où nous en sommes, chaque dixième de degré compte. Plus on agira vite, mieux ce sera, mais chaque action compte. Alors comment se mobiliser sans tomber dans l'éco-anxiété ? Nous avons invité M. Cagnache, qui s'est présenté sur notre territoire aux dernières législatives. S'il n'a pas été élu député, il se présente volontiers comme un militant écologique. Alors moi j'ai été candidat pour être député au mois de juin, donc c'est une manière d'agir aussi, c'est-à-dire de porter les idées déjà pendant la campagne électorale. Même si on n'est pas élu, en fait, les idées passent pendant la campagne. Et puis, si j'avais été élu député, j'aurais pu faire passer les lois dont je parlais précédemment, le programme de la France Insoumise et puis de la NUPES, puisqu'il y a eu cette alliance. Et localement, il y a des actions locales, par exemple, sur le territoire, il y a le projet de bitumer une voie verte, une association qui s'appelle Les Voies Vertes du Ternois qui a été créée. J'y ai participé, j'ai participé aux réunions de cette association. Une action a été faite
à l'occasion de la COP27, j'étais présent aussi pour soutenir cette cause. Voilà. Aux États-Unis, certaines associations comme EcoTribe NG ont mis en place un véritable marché de l'urgence climatique et analysent avec des médecins les effets d'une proximité avec la nature sur les symptômes. En effet, selon une étude américaine, passer 10 à 15 minutes par jour dans la nature suffit à prévenir le stress. Un élément de réponse, peut-être, les élèves de Châtelet ne sont pas éco-anxieux parce qu'ils agissent déjà en partie et évoluent dans un lycée, dans un cadre persévéré. Le lycée a obtenu depuis 9 ans le label Écolycée qui récompense les établissements investis dans l'écologie. Les abeilles, la trame bleue avec la mare, les nichoirs, le tri, l'économie d'électricité. Les projets sont nombreux et impliquent l'ensemble de la communauté éducative, peut-être la clé de la sérénité.